commencer la deuxième table ronde qui va cette fois porter sur la question des négociations de paix avec donc nos trois intervenants. François Roux qui est avocat honoraire et qui va notamment intervenir sur la question du Larzac. Anaïs Funozas qui est la présidente de Bakebidea, qui veut dire le chemin de la paix en basque et donc qui interviendra sur le Pays basque. Et Jean-François Merle qui est conseiller d'État honoraire et qui interviendra sur la Nouvelle-Calédonie. Une première question pour présenter un peu chaque contexte et aussi peut-être expliquer comment Louis Joinet s'est retrouvé impliqué dans les négociations dont on va parler. Donc dans un souci un peu chronologique, on va peut-être commencer par François Roux sur la question du Larzac. Oui, merci beaucoup. En fait, comme beaucoup, j'ai relu un peu Louis Joinet. Merci Patrick, pour me remémorer un certain nombre de situations que nous avions partagées. Sur le Larzac, Louis raconte qu'avec Jean-Jacques de Félix, son autre complice, il avait été invité par les paysans du Larzac quand ils avaient fait leur serment des 103, disant pas un seul mètre carré de la terre ira à l'armée. Et ils avaient décidé de s'engager dans la lutte non violente, incitée à cela par Lanza del Vasto, et donc de renvoyer leur livret militaire. Et Jean-Jacques de Félix appelle Louis en disant est-ce que les paysans aimeraient bien quelques conseils juridiques avant de se lancer dans cette action. Et Louis, quand ils lui ont posé la question, mais est-ce que si nous renvoyons notre livret militaire à l'armée pour manifester notre opposition, est-ce que nous risquons quelque chose? Et Louis leur répond, si vous êtes seul, vous aurez des problèmes, mais si vous êtes plusieurs, c'est l'État qui aura des problèmes. Et effectivement est né le mouvement de renvoi de livrets militaires. Plus de 3000 personnes ont renvoyé leur livret militaire. Avec Jean-Jacques et d'autres confrères, nous avons eu à cette époque-là 300 procès, puisqu'il avait été décidé par les militants que chaque fois qu'il y aurait un procès, il y aurait 10 livrets militaires nouveaux qui seraient renvoyés. 300 procès, 3000 renvois de livrets militaires. À savoir d'ailleurs qu'à cette occasion, le tribunal de Béziers avait été le premier tribunal en France à appliquer la Convention européenne des droits de l'homme et à prononcer une relaxe pour un des renvoyés de livrets militaires, relaxe qui sera infirmée par la Cour d'appel quelque temps après, évidemment. Ce n'était pas encore très mûr. Et puis la deuxième chose sur laquelle nous sommes intervenus ensemble avec Louis, c'était les procédures d'expropriation. Lui comme moi, on n'était pas vraiment familier avec ce qu'était l'expropriation, mais on a appris. Et on a appris qu'on pouvait faire ce que Michel Ourdiard aurait appelé façon puzzle. C'est-à-dire qu'on avait fait passer notamment une annonce dans le Monde en disant quelques mètres carrés de terrain à vendre sur le Larzac, et on incitait toutes les personnes à revendre des petites parcelles de terrain pour que l'armée soit obligée chaque fois de notifier aux nouveaux propriétaires toute la procédure d'expropriation. Le but à cette époque-là, et Louis le rappelle, c'était nous étions dans les années 78, 80, nous espérions tous l'arrivée un jour de la gauche au pouvoir, il fallait gagner du temps. Nous avons gagné du temps en compliquant, en complexifiant la procédure d'expropriation. Voilà un petit peu les premiers pas avec Louis sur le Larzac, avec Jean-Jacques de Félix. Merci beaucoup. Monsieur Merle, peut-être si vous pouvez nous esquisser un peu aussi le contexte de la Nouvelle-Calédonie et de comment Louis Joinet a été appelé à y intervenir. Alors moi j'ai fait la connaissance de Louis Joinet en mai 88 quand j'ai été appelé au cabinet de Michel Rocard pour suivre les questions de l'outre-mer et notamment le premier chef, le dossier calédonien. Et le hasard des attributions a fait qu'on m'avait donné un bureau qui était juste voisin de celui de Louis Joinet, au-dessus d'une petite cour qui donne sur le parc automobile de Matignon. Et ça a donc grandement facilité les échanges. D'autant plus qu'il avait sur moi
une antériorité dans la connaissance du dossier, puisqu'il avait aussi été aux premières loges lorsqu'il était conseiller de Laurent Fabius pour les mêmes questions de justice et de droits de l'homme, et où s'était posé entre 1984 et 1986 les questions sur l'état de siège en Nouvelle-Calédonie, toute une série de problématiques également sur l'état compliqué de la justice dans ce territoire. N'oublions pas que moi, cette première rencontre date de 1988. Quelques mois plus tôt, la cour d'assises de Nouméa avait acquitté j'emploierai quand même le mot, les assassins des frères et des oncles de Jean-Marie Tjibaou dans l'embuscade de Yengen, en inventant le concept assez extraordinaire, parce que les créateurs de droit, malheureusement, il y en a pas uniquement du bon côté, de légitime défense préventive. C'était quand même quelque chose d'assez... Et donc il fallait se coltiner avec cette affaire-là. Et Louis Joinet, il m'a beaucoup appris, et il m'a appris à être à la fois très attentif à tout ce qui émanait de la société civile. Il avait des contacts avec les associations de solidarité, avec le peuple kanak à Paris, qui m'ont été d'une grande utilité par la suite. Et puis d'être très vigilant sur toutes les choses trappes qui pouvaient... Donc il a été à la fois un guide et un facilitateur extrêmement précieux dans toute cette affaire. Et on y reviendra peut-être ensuite, mais dans toute la négociation des accords de Matignon-Oudinot, il a joué un rôle qui a été très précieux également. Merci beaucoup. Donc peut-être concernant le Pays Basque, ce n'est pas forcément le contexte le plus facile parce qu'il y a plusieurs interventions. Mais Anaïs, si tu peux un peu présenter le décor dans lequel il est intervenu. Alors il est intervenu à plusieurs reprises, mais moi je vais commencer par ma propre histoire. Et je remonterai un petit peu, mais je sais que Pablo va venir compléter aussi tout ce qu'a fait Louis dans le processus de paix en Pays Basque. Pour moi, plus particulièrement, c'est fin 2014 que je fais connaissance avec Louis. Le processus de paix est reparti en Pays Basque, vieux conflit, plus de 50 ans, 3 tentatives de négociation qui ont échoué, et en 2011, une grande conférence internationale a lieu à Saint-Sébastien, au palais d'Ayété, qui était l'ancien palais d'été de Franco, donc tout un symbole. C'est devenu le palais de la paix maintenant pour nous au Pays Basque. Et moi je dirais des personnalités reconnues internationales viennent passer une journée et ouvrent la porte à un nouveau processus de paix. Dans ces personnes importantes, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et notamment Pierre Joxe. Donc 3 ans vont s'écouler, tout le monde a espoir, tout le monde pense que les États vont accepter de mettre en place un processus de négociation parce que l'organisation armée ETA a renoncé définitivement à l'utilisation de la lutte armée et est prêt à ouvrir la voie du dialogue, sauf que rien ne se passe. Donc Louis Joinet est l'homme de dialogue, le négociateur, mais moi je l'ai connu au moment où personne ne voulait parler avec nous en fait. Et c'est là qu'on a été le voir, parce que les États ne répondaient pas favorablement au moment historique, mais contrairement aux États, au Pays Basque, il y a, moi je dirais, une prise de conscience politique importante et de la classe politique et de la société civile de ne pas vouloir laisser passer l'histoire et de saisir la nouvelle chance, voire la dernière chance à pouvoir construire un processus de paix en Pays Basque. Et donc, je pense contre toute attente, et on ne rentre dans aucun standard international, enfin, voilà, c'est comme ça, mais le processus de paix va se construire par la volonté en fait, politique de toute une société et de ses élus. Et donc on arrive en 2014 avec un accord large des représentants politiques, une société civile
qui s'est structuré au sein de Bac et Bidéa, avec des mobilisations importantes, des réflexions très importantes, qui ont été d'ailleurs suivies, aidées par notamment Jean-Pierre et Magali à l'époque avec l'Institut Varenne. Et on rentre dans un moment où on apprend qu'il y a des pourparlers sérieux, secrets qui tombent à l'eau à Oslo, et qu'on a un risque d'enlisement et qu'on ne peut pas, après autant d'années, laisser tomber, et qu'on a besoin de casser les frontières et d'aller plus haut, sachant qu'aussi, parallèlement, secrètement, il y avait aussi des discussions avec le cabinet Taubira, puisqu'on avait un gouvernement socialiste. On avait tous espoir en ce gouvernement socialiste, et on arrive donc à la fin du mandat de François Hollande. Donc c'est comme ça qu'on va taper à la porte de Louis Joinet, parce qu'on savait ce qu'il avait été, l'homme de l'ombre, et tout ce qu'il avait pu faire à l'époque quand il était au ministère. Mais c'était pour nous avant tout un homme de paix, un homme auprès des opprimés, un homme qui croyait à la défense des droits. Donc on a été le voir, Rumélé, comme beaucoup, je pense, ici dans cette salle, pour lui expliquer la situation, lui dire on est à un moment historique, et il a dit lui-même tout à l'heure, pour lui c'était une évidence que quand un groupe armé renonçait à la violence politique, il fallait que l'État réponde et trouve les mécanismes pour répondre à cela. Et donc Louis a accepté de se mettre en chemin avec nous, de prendre le bâton de pèlerin, de nous accueillir régulièrement chez lui, et surtout d'inviter de nouveaux magistrats dans cette route. Et certains, je pense, ne pensaient pas un jour devenir des fervents défenseurs de notre processus de paix. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en 2015, 3 magistrats, dont Philippe, que j'ai en face là, Michel Tubiana, 2 anciens prisonniers politiques, Raymond Kendall, qui était membre d'une commission internationale qui nous suivait, mais qui était surtout pour nous un ancien directeur d'Interpol pendant 15 ans, et pendant plus d'1 an, on a œuvré ensemble, mais bon, je raconterai après. Alors, merci beaucoup déjà, parce que ça permet à tout le monde de comprendre les différents contextes. Alors peut-être maintenant passer à justement ce que Louis Joinet a pu apporter dans ces différents contextes. Vous qui l'avez tous côtoyé et vous avez œuvré avec lui durant ces processus, quels ont été, peut-être on va commencer par François pour continuer dans l'ordre, qu'est-ce qu'il a permis en fait d'apporter dans le cadre de ce processus que peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas pu imprimer dans cette marche vers la paix ou vers une solution négociée? Alors, pour revenir sur ce plateau du Larzac, dans le sud de la France, aux Nations Unies que Louis, comme on le sait, a longtemps servi, on dit construire la paix par le droit. Et c'est ce que Louis a mis en œuvre dès qu'il est arrivé à Matignon, et que le Premier ministre lui a dit « Eh bien maintenant tu vas nous régler l'affaire du Larzac ». C'était pas simple. Ça faisait depuis presque 10 ans que les paysans s'étaient engagés dans cette lutte non violente, avaient, avec l'appui de Louis, construit tout un système pour faire échec aux ambitions de l'armée concernant l'acquisition du foncier. Et bien, comme il dit, il a fallu que je détricote tout ce qu'on avait tricoté ensemble. Et nous voilà partis avec Louis, toujours sur nos procédures d'expropriation, pour voir comment on remet ces terres pour les rendre aux paysans. Et il a eu cette intuition excellente, c'est-à-dire qu'il a commencé par demander au ministère de la Défense, qui était titulaire de ces terres, soit après achat amiable, puisque les expropriations n'avaient pas abouti, mais l'armée avait acheté beaucoup de terres à l'amiable. Et donc il a obtenu que l'armée transfère ces terrains à l'agriculture. Et une fois que ces terrains ont été transmis à l'agriculture, eh bien, Louis a repris un des engagements, une des propositions de François Mitterrand dans son programme, qui était de créer en France des offices fonciers,
c'est-à-dire de dissocier la propriété de la terre et le travail et l'exploitation de la terre. Et c'est ainsi qu'avec l'aide de Louis et puis toujours de Jean-Jacques de Félis, nous avons créé à l'époque le premier office foncier en France, et hélas le seul, qui s'appelle la Société civile des terres du Larzac. Depuis, et grâce à cette société, le Larzac a été la seule région de France où les paysans ne partaient pas de la terre, mais au contraire où ils revenaient. Et beaucoup de personnes, de paysannes, de paysans se sont installés comme ça à l'agriculture dans le Larzac. Alors, juste pour terminer sur ce point-là, vous savez combien Louis aimait le théâtre vivant. Et je suis très heureux de voir que des personnes se sont emparées de cette histoire et l'ont racontée et l'ont jouée. Je pense notamment à Brunel Lemonnier qui a créé un spectacle qui s'appelle Gardarem ou la brebis qui refusa qu'on lui coupât les poils. Un spectacle qu'elle a donné à plusieurs reprises ici à Paris et dans beaucoup de villes de France. Et je vous annonce qu'il y a un deuxième spectacle qui démarre, qui est joué par Philippe Durand. Et il s'appelle Larzac, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il dit dans les interviews qu'il donne « La gestion collective des terres du Larzac est un modèle inspirant ». Alors j'aime bien citer cette phrase « Nous sommes les héritiers des rêves de ceux qui nous ont précédés sur le chemin ». Paul Ricoeur. Merci beaucoup. Monsieur Merle, peut-être concernant la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui a permis Louis Joinet dans cette situation qui était extrêmement complexe? Alors, beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a eu sa participation à ce qui a été la mise en œuvre des accords de Matignon. Donc, je rappelle très sommairement, il y a eu, après l'affaire d'Ouvéa, la première démarche de Michel Rocard avait été d'envoyer une mission du dialogue en considérant que les tensions étaient devenues tellement fortes sur le plan politique que seul un mouvement issu de la société civile et de forces spirituelles pouvait être de nature à recréer les conditions d'un dialogue politique. Et donc il y a eu cette fameuse mission présidée par le préfet Christian Blanc et comportait le président de la Fédération protestante de France, le recteur de l'Institut catholique de Paris, Roger Leray, ancien grand maître du Grand Orient, et beaucoup d'autres. Et c'est eux qui ont permis, en contactant les ennemis d'hier et en créant petit à petit les chemins de dialogue, d'avoir les bases de ce qui a été la négociation des accords de Matignon. Ces accords étaient extrêmement simples, finalement, quand on les regarde aujourd'hui, parce que ça consistait à dire partager le pouvoir, partager les ressources et reconnaître l'identité de chacun. Et il y avait une question qui a été évoquée dès le début, mais pas tranchée directement au moment de la négociation des accords de Matignon en juin 88, qui était celle de l'amnistie après toutes ces années de troubles, de violence. Je rappelle simplement pour mémoire que dans la période 1983-1988, il y a eu plus de 80 morts directement liés aux événements politiques, ce qui représente, rapporté à la population de la Nouvelle-Calédonie, à peu près l'équivalent d'une ville de 35 000 habitants dans l'Hexagone. Je dis ça parce que s'il y avait eu sur la même période la disparition d'une ville de 35 000 habitants, je pense qu'on s'en serait préoccupé autrement et avant. Et donc il y avait cette question de l'amnistie. Elle n'a pas été tranchée au moment des accords de Matignon en juin 88 parce que c'était trop tôt. Elle a été tranchée 2 mois plus tard lors de ce qui a été appelé la négociation des accords Oudinot. D'ailleurs, François Roux a été aussi un acteur de cet épisode, et qui s'est tenu sous la
responsabilité de Louis Lepinsec, qui était à l'époque ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, et qui a été chargé de mettre en musique ce qui avait été, puisqu'au moment des accords de Matignon, il y avait eu l'élaboration du cahier des charges, en quelque sorte, et puis Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou étaient repartis en Nouvelle-Calédonie, chacun essayant de convaincre les siens, et avec difficulté de part et d'autre d'ailleurs, du bien fondé de ces accords. Et ensuite, ça s'est retrouvé dans la loi qui a été soumise au référendum du peuple français en novembre de la même année 88. Et cette question de l'amnistie était très sensible, parce que finalement, c'était le fait de savoir où était la légitimité de la révolte kanak contre la situation coloniale, mais il y avait de la violence des deux côtés. Et donc, Jacques Lafleur était partagé au début sur cette question. Il était partagé et il avait un des arguments notamment qui a achevé de le convaincre, c'est que la loi d'amnistie a été extrêmement large, puisqu'elle a passé l'éponge sur toutes les infractions et délits en rapport avec les événements de la Nouvelle-Calédonie, y compris un certain nombre, on peut le dire aujourd'hui, de malversations d'ordre économique dont on voit bien dans quel camp elle se trouvait plutôt que dans l'autre. Et d'un autre côté, pour Jean-Marie Tjibaou, c'était extrêmement important parce que c'était la libération des personnes qui avaient été raflées, je crois, après l'affaire d'Ouvéa. Et on peut dire que la justice avait eu la main assez large dans ces conditions. Et donc, il y a eu tout ce débat, et Louis Joinet a été... Et la question qui se posait, c'était, bon, mais si on fait la loi d'amnistie, comment on est sûr qu'ils vont sortir de prison? Et là, alors je me suis, après avoir lu les mémoires de Louis Joinet en 2014, je lui ai envoyé une lettre, parce qu'il y a sa mémoire avait été un petit peu, avait raccourci un certain nombre d'événements, donc j'avais essayé de lui repréciser le calendrier. Lors de la négociation d'Oudinot en août 88, donc il avait été décidé d'inscrire dans la loi référendaire l'amnistie à l'exception des crimes de sang. Et Michel Rocard avait laissé entendre 2 semaines plus tard, en se rendant au voyage officiel en Nouvelle-Calédonie, en disant que si les conditions le permettaient un an plus tard, eh bien, on reverrait la question d'une amnistie plus large. Jacques Lafleur avait accepté cette discussion. D'autant il n'était pas lui-même présent pour des raisons de santé aux négociations de la rue Oudinot, ce qui était un peu compliqué, parce qu'il fallait échanger que sa délégation échange avec lui par téléphone à des heures en décalage horaire. Et en plus, à l'époque, il n'y avait ni Skype ni WhatsApp, donc tout ça ne rendait pas les choses aussi faciles. Mais Louis Joinet il a trouvé la solution qui était, voilà, c'était du droit créatif, puisque finalement, ceux qui étaient amnistiés ont été remis en liberté sans l'intervention du juge. C'était une chance que ça se trouve dans une loi référendaire, puisque le Conseil constitutionnel s'interdit de les contrôler et que le Conseil d'État n'y a pas vu malice. Mais c'était à coup sûr d'une construction juridique utile à l'œuvre de paix qui avait été entreprise. Et puis il y a un autre point, sans vouloir être trop long, mais sur lequel il a beaucoup œuvré aussi, c'est à mettre en œuvre une autre conception et administration de la justice en Nouvelle-Calédonie. Car c'est avec lui qu'on a pu
mettre en œuvre, faire inscrire dans le droit calédonien le fait qu'il y avait des assesseurs coutumiers dans les juridictions civiles et dans les juridictions correctionnelles, et que on a construit toute une forme de droit qui prenait en compte la réalité du droit personnel des Kanaks. Il y a un certain nombre de magistrats qui, je pense notamment au regretté Régis Lafargue, qui a terminé sa carrière comme conseiller à la Cour de cassation, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la prise en compte de ce droit coutumier dans la résolution des litiges en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il était aussi celui qui mettait la main dans le cambouis quand il fallait régler un certain nombre de problèmes de personnes. Et j'ai dit ce qu'était la situation de la justice en 1987-88. Et il y a eu, j'ai relu, avant de préparer cette intervention, un article du Monde d'août 89 qui disait « La justice calédonienne en reconstruction ». Et ça faisait allusion à deux choses. C'est d'une part le fait que le palais de justice, qui était dans une situation déplorable, avait bénéficié de travaux de rénovation importants. Et puis sur le fait qu'en un an, sans faire de vagues, sans que ça crée de remous localement, plus du tiers des 23 magistrats du ressort de la Cour d'appel de Nouméa avaient été remplacés. Et qu'une action de restauration de l'idée même de justice en Nouvelle-Calédonie était à l'œuvre sous la responsabilité de personnes dont j'ai gardé un excellent souvenir, moi qui ne le connaissais pas du tout, comme le président Claude Anoto, qui était président de la Cour d'appel, ou le procureur général Ducazo, le procureur Finiels, enfin, des gens extraordinaires qui se sont rendus sur le terrain et qui ont contribué grandement à restaurer l'image de la justice. Je terminerai par une petite anecdote souvenir à ce sujet. Il y avait un point qui, dans ces mouvements de magistrats qui posait un problème, et une juge qui n'acceptait pas les propositions d'avancement qui lui étaient faites, alors que son comportement avait des aspects racistes avérés. Et un jour, je vois Louis Jouannet arriver dans mon bureau avec ce petit sourire malicieux que beaucoup d'ici lui connaissent, et il me dit « Nous avons trouvé la solution ». Et la solution était la suivante. Cette dame fréquentait beaucoup les milieux corses de Nouméa et était assez liée à un commissaire de la marine qui était en délicatesse lui-même avec la marine et la justice. Et le croisant dans les couloirs du palais où il devait être auditionné par un autre juge d'instruction, elle l'aborde en Corse et lui donne des conseils sur la manière de répondre et de dévier les choses avec son collègue. Et fort heureusement, le gendarme qui escortait ce commissaire était d'origine italienne et a compris les propos échangés en Corse et les a rapportés à sa hiérarchie. Et donc Louis Jouannet est arrivé en disant que devant le choix entre l'avancement à la Cour d'Aix-en-Provence et le Conseil supérieur de la magistrature, le choix serait vite fait par cette dame et se louait de l'esprit républicain de la gendarmerie dans cette affaire. Merci beaucoup. Anaïs, pour le Pays Basque. Pour le Pays Basque, tout d'abord, mais le lieu déjà, d'ouvrir la porte de sa maison et ainsi créer les conditions d'un cadre qui puisse donner confiance aux nouveaux venus dans ce processus de paix, parce que je pense que beaucoup ici ne connaissent pas notre histoire et ceux qui la connaissent
En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je pense que ça continue, avec quand même beaucoup de doutes sur ce processus de paix-là. Donc c'est vrai que toutes ces réunions qu'on a pu faire chez lui se sont faites de manière constructive parce que Louis avait décidé qu'il fallait y aller et qu'il fallait que chacun contribue à ce moment-là et qu'il fallait sortir de l'entre-soi et que le problème du Pays Basque, ce n'était pas un problème de Basque, c'était aussi un problème de Français et que du coup, il fallait que les magistrats et toute personne attachée aux droits de l'homme s'emparent de ce sujet-là et nous aident à avancer. Ce qui a permis qu'on organise une grande conférence humanitaire à l'Assemblée nationale. Du coup, puisque Paris ne nous voulait pas et ne voulait pas nous entendre, et bien on est venu au cœur de Paris porter la question du processus de paix, celle des enjeux, à savoir la situation des prisonniers et exilés et bien évidemment l'ensemble des victimes, mais c'était aussi porter la voix du Pays Basque à Paris et montrer combien ce territoire était à la hauteur du moment, que le territoire était unanime et que politique et société civile, ce qui est très très rare quand même, en règle générale sur les dossiers politiques, marchaient main dans la main et comprenaient les choses de manière complémentaire et l'un sans l'autre ne pouvait fonctionner. Donc on fait cette conférence-là avec vraiment de très grandes personnalités qui vont venir soutenir cette démarche-là, avec un manifeste Paris pour la paix, avec le soutien de 110 personnalités. Moi, je dirais une liste à l'image des gens qui composaient cette réflexion-là et à l'image de Louis aussi, puisqu'on avait vraiment de tout, y compris des artistes qui n'avaient jamais soutenu le processus de paix. Et moi, je dirais que sa plus grande contribution à Louis, je pense qu'il ne s'en est pas rendu compte, c'est qu'il nous a redonné confiance, espoir et qu'il a permis qu'on reprenne l'initiative, qu'on croit en notre force et qu'on fasse ce que personne n'attendait, surtout pas les États, un désarmement civil de l'organisation Arme ETA, une société civile qui s'empare de l'arsenal et qui rend tout cet arsenal-là au nom de la paix pour impulser la paix. Je ne vais pas vous mentir, Louis n'était pas très fan de l'idée au départ. C'était pas trop... Voilà, c'était pas dans ses standards à lui. Je pense que les jours les plus positifs, il nous prenait pour des farfelus. Et puis quand il était vraiment inquiet, il devait nous prendre même pour des irresponsables, je pense, mais pas que lui. Philippe, c'était un peu fou ce qu'on avait décidé de faire. Mais on l'a fait et on l'a fait aussi parce que malgré tout, toutes ces personnes, tous ces magistrats qui nous ont accompagnés là, depuis 2014, et même dans ce Paris un peu fou, ils sont restés quand même toujours à nos côtés, toujours à nous défendre, toujours à expliquer. Et en effet, moi je crois qu'on a réussi à redonner un élan. Et je pense aussi qu'on s'est tous mis à croire qu'on peut concevoir la justice différemment, et moi personnellement et d'autres qui étaient autour de la table, qu'en effet des vrais juges ça existe et que c'est quelque chose de fondamental, y compris dans un processus de paix. Merci. Alors peut-être pour clore cette table ronde, et je vais vous demander d'être bref, si c'est possible, peut-être partager avec le public, avec nous, un souvenir que vous avez avec Louis Joinet dans le cadre des processus dont on vient de parler et qui vous semble particulièrement révélateur aussi de ce qu'il était. On va continuer dans le même ordre. François, si vous voulez bien partager ce souvenir avec nous. Oui, voilà, merci. Eh bien... Ça nous ramène non seulement au Larzac, mais à la Nouvelle-Calédonie. Louis dit dans son livre « La cause des Kanaks, c'était de longue date invité au Larzac ». Alors effectivement, Jean-François Maire l'a rappelé tout à l'heure, après cette dramatique embuscade de Yengen, les paysans du Larzac m'avaient chargé de transmettre une invitation à Jean-Marie Tjibaou.
Je l'ai fait, et Jean-Marie Tjibaou est venu quelques jours après, quelques semaines après, au Larzac. Je le revois disant aux paysans, mais comment vous avez fait pour gagner sans verser une goutte de sang? Et il est revenu plusieurs fois, et notamment pendant les accords Matignon. Il me téléphone un jour en me disant « François, est-ce que tu peux venir me chercher à l'aéroport à Montpellier et me monter en brousse ?» C'est comme ça qu'il appelait le Larzac, parce que ça lui rappelait la tribu. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de voir nos amis. Et ce jour-là, il est venu planter un arbre dans une terre que le Larzac a donnée à la Nouvelle-Calédonie. Si vous allez un jour au Larzac, il y a une terre qui s'appelle Kanaki-Larzac, où les paysans ont construit, à l'image des cases Kanak, mais en pierre du Cos, ils ont construit une caselle. Et donc, Jean-Marie a planté l'arbre de la liberté. Hélas, vous le savez, un an plus tard, Jean-Marie et Yewene sont assassinés par Djoubeli Wea. Juin 2005, nous sommes au Larzac avec Louis Joannet, avec Christiane et Stéphane Essel, avec Patrick et Régine, avec les habits. Nous recevons la visite des 3 mamans, Marie-Claude Tjibaou, la femme de Yewene et la femme de Djoubeli Wea, l'assassin de leur mari. Les 3 mamans, sur cette terre de Kanaki au Larzac, viennent nous raconter le chemin de réconciliation et de pardon qu'ils ont suivi pendant 15 ans, jusqu'à ce moment-là. Et Marie-Claude voulait revenir sur cette terre. Alors je dis que, oui, ce jour-là, au Larzac, l'esprit de la justice transitionnelle a soufflé. Louis, quand il raconte cette histoire dans son livre, l'intitule « N'oublie pas ce jour-là ». Merci Louis. Merci. Merci beaucoup. Jean-François Merle, on vous écoute. Oui, j'ai foultitude de souvenirs. Une des situations les plus difficiles dans lesquelles je me sois trouvé, j'ai eu à recevoir, quelque temps après le vote de la loi référendaire, donc qui comportait ces dispositions d'amnistie, les enfants d'une institutrice qui avait été tuée par un caillassage mal dirigé sur le pare-brise de sa voiture en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai donc dû expliquer à ces enfants pourquoi il n'y aurait pas de jugement, pourquoi l'affaire n'aurait pas de suite. Et comme j'étais extrêmement ennuyé, avant de les recevoir, j'avais demandé conseil à Louis Joannet en disant si c'est moi qui vais les recevoir, mais qu'est-ce que tu dirais? Et en revoyant l'extrait tout à l'heure où il expliquait ce problème de la conscience entre l'intérêt supérieur de la paix et le droit particulier des victimes et la conciliation extrêmement compliquée, il m'a donné les quelques mots, les quelques apaisements que j'ai pu essayer aussi de transmettre à ces deux jeunes gens. Mais ça a été certainement un des moments les plus difficiles et j'étais très heureux de trouver son conseil à ce moment-là. Inversement, j'évoquerai le seul point de désaccord un peu sérieux que j'ai eu avec lui, alors qu'il n'avait rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie. Mais en février 1991,
un magistrat installé en poste à La Réunion décide de faire saisir les émetteurs de Radio Freedom, qui était une radio libre, mais qui émettait sans autorisation, alors que les radios libres pouvaient être autorisées. Et donc, ce magistrat décide de faire saisir... Et il s'en est ensuivi une nuit d'émeute qui a duré plusieurs jours à Saint-Denis de la Réunion, au Chaudron. Et là où j'étais assez en colère, c'est que à cette époque-là, le préfet était hors du département, le directeur de cabinet était en congé, et je dis à Louis Jeunet, mais comment un magistrat peut-il être aussi aveugle à l'environnement politique, social et administratif qui est le sien, de ne pas soit prévenir, soit décider, etc. Et il m'a fait une leçon sur l'indépendance de la magistrature que je n'ai pas oubliée, mais je ne suis pas sûr d'avoir complètement comprise encore sur les besoins, notamment dans ces conditions de prendre en compte le monde dans lequel on évolue. Merci beaucoup. Anaïs, pour le Pays Basque. Pour le Pays Basque, pour moi, ça restera, et pas que pour moi, pour beaucoup de milliers de personnes. Le 7 avril 2017, place Saint-André à Bayonne, où des centaines de personnes ont œuvré à la remise de l'arsenal de l'organisation Armée ETA. Grande émotion parce que rien n'était gagné. On ne savait pas si l'État français jouerait le jeu. Et une place bondée de monde, plus de 20 000 personnes qui venaient accueillir la nouvelle des artisans de la paix. Et nous avions demandé à Louis d'accepter de porter la voix de ces milliers de personnes ce jour-là, avec un texte qu'on avait réussi à co-construire avec les entités élues de part et d'autre de la frontière. C'est-à-dire que ça avait été vraiment un exercice plus qu'inclusif, ce que les États n'ont jamais fait, mais nous on l'avait fait. Et donc on voulait que Louis porte ce message-là, parce que c'était pour nous aussi tout un symbole, avec l'homme de l'ombre qu'il avait été, avec ce qu'il avait essayé de faire quand il en avait les moyens, de lui permettre aussi d'être mis au grand jour. Ce qu'il a accepté. Et ça a été un grand moment d'émotion parce qu'il a tenu toute la prise de parole, mais à la fin, Louis est pris d'une émotion. Je pense que, voilà, on a tous été bouleversés parce que derrière cette émotion, on a tous pris la mesure de ce que ça pouvait représenter aussi pour Louis Joannet de contribuer à cette étape-là et d'être en même temps, être passé de l'autre côté de la barrière, quelque part, dans notre dossier en tout cas, et être le porte-voix de ces milliers de personnes. Et je pense aussi parce que Louis prenait la mesure de ce que ça voulait dire aussi pour ce groupe armé qui avait renoncé à la violence politique, qui rendait ces armes-là sans contrepartie, mais avec l'espoir qu'il était face à une société qui prendrait ses responsabilités. Et ce jour-là, c'était pour ceux qui étaient présents, c'était fort et c'était flagrant. C'est le processus de paix qui repartait et un processus de paix qui allait remarcher coûte que coûte et une société prête à se risquer. Et quand il est sorti, et ça c'est ce que les gens n'ont pas vu, mais quand on a terminé, parce qu'on a terminé avec des prises de parole, et qu'on s'est quitté avec Louis, il était toujours dans la même émotion et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit il faut que je vous remercie, il faut que je te remercie, vous m'avez fait mentir. Je n'y croyais pas. Et combien il était heureux de s'être trompé, parce que je crois que Louis il avait cette intelligence-là aussi, malgré tous les bagages qu'il avait, reconnaître l'intelligence qu'il pouvait trouver en face, et surtout l'intelligence dans la société civile. Et il a terminé en me disant, mais maintenant, les vrais artisans de la paix seront les juges d'application des peines. Alors bon, je peux vous dire que moi, j'y ai pas cru.
Et là, je peux vous dire qu'il m'a fait mentir. Et que, voilà, plus de 5 ans après, ça n'a pas été facile. On a continué à faire plein d'actions de désobéissance civile, ce qu'on sait bien faire. Mais on a un tribunal d'application des peines qui a complètement changé la jurisprudence. Un tribunal d'application de peine qui parle de processus de paix alors que les États le nient. On a enfin réussi à changer la jurisprudence de la Chambre d'appel de Paris qui, elle aussi, valide ça. Et voilà, et mon émotion aujourd'hui, elle est que même si personne ne le dit, mais on a une justice transitionnelle, ou au moins l'esprit d'une justice transitionnelle qui est en train d'opérer au moins chez ces juges qui sont aujourd'hui en charge de l'application des peines et qui enfin ouvre une nouvelle perspective pour ce processus de paix. Mille esker, Louis. Merci beaucoup Anaïs. Et je confirme qu'effectivement, pour tous les gens qui étaient place Saint-André ce jour-là, c'était un moment inoubliable. Et de voir un monsieur qui avait déjà vu tant de choses dans sa vie, qui avait cette expérience, être aussi ému, c'était une leçon de vie aussi de dire, voilà, on peut faire ça pendant 60 ans et éprouver la même émotion que si on en avait 25 ans. Et j'avais trouvé ça absolument formidable.